Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. L'herbe paraît toujours plus verte ailleurs, mais encore faut-il avoir le temps de s'y intéresser. Je suis bien placée pour en parler. Quand on a des journées de travail à rallonge, il est difficile de se motiver le soir pour chercher un nouveau job. Et même lorsque l'on rêve de quitter son emploi actuel et que l'on ne se plaît plus dans son entreprise. Et pourtant, un simple changement d'entreprise peut tout changer professionnellement. Heureusement, Hays, H-A-Y-S, est là pour vous accompagner et vous aider à explorer d'autres opportunités professionnelles qui vous correspondent. J'en parle régulièrement ici. Dans tout changement, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Le cabinet Hays est l'un des leaders mondiaux du recrutement spécialisé. Avec 22 bureaux en France et au Luxembourg, ces 800 experts en recrutement sont à vos côtés à chaque étape de votre vie professionnelle. Quel que soit votre métier ou votre secteur d'activité, que vous cherchiez un emploi, un changement de carrière ou une montée en compétences, faites appel à eux. Vous pouvez envoyer directement votre CV à Hays pour recevoir des offres d'emploi personnalisées ou bien consulter les plus de 7000 offres d'emploi centralisées par domaine d'expertise. Hays, c'est aussi une entreprise qui produit des supports pour vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Il dispose d'un site internet où vous pouvez retrouver des outils comme des guides, des études de rémunération, des livres blancs, des podcasts ou encore des articles. Pour trouver le job de vos rêves, téléchargez par exemple le kit du chercheur d'emploi. Pour faciliter vos démarches de changement d'entreprise, utilisez les templates de CV, de lettres de motivation ou encore de lettres de démission qui sont à votre disposition dans la boîte à outils du site. Alors n'hésitez plus et rendez-vous gratuitement sur le site hays.fr, hays.fr pour retrouver du sens dans votre vie professionnelle et décrocher votre prochaine opportunité. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Alexandrine alias Artlex sur les réseaux sociaux. Après avoir été styliste mode, Alexandrine est devenue créatrice de contenu do-it-yourself et déco d'intérieur et se spécialise aujourd'hui dans la rénovation immobilière. Elle partage ses rénovations à plus de 130 000 abonnés sur son compte Instagram, le blog d'Artlex. Très créative depuis toujours, Alexandrine était inscrite aux Beaux-Arts à seulement 11 ans. Plus jeune, elle voulait devenir artiste. Elle fait finalement une école de mode et devient styliste mode. À la fin de ses études, Alexandrine ne trouve pas de job à cause de la concurrence de la Chine dans le textile. Elle décide alors de partir en Chine, sans n'y avoir jamais mis les pieds ni parler mandarin. Alexandrine travaillera en tant que styliste pour sa propre marque et en tant que styliste freelance en Chine. Aujourd'hui, Alexandrine est créatrice de contenu do-it-yourself, de décoration d'intérieur et de rénovation. Elle a également acheté plusieurs biens immobiliers pour les rénover et les louer. Elle partage ses rénovations sur son compte Instagram. Alors avec Alexandrine, on a évoqué son départ en Chine sur un coup de tête, comment on peut arriver à tout, même sans diplôme, l'importance de prendre des risques, comment elle a été repérée par le fondateur de Ben Simon, ses 12 ans de créatrice de contenu do-it-yourself, ses collaborations avec les plus grandes marques comme Dior, sa nouvelle vie et une nouvelle transition pro en cours, et pourquoi elle a choisi de ralentir et de rétro-pédaler pour prendre le temps d'apprécier la vie qu'elle s'est créée. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandrine. Bonjour Alexandrine, bienvenue dans Oser la reconversion. Salut Clairvy. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandrine, je suis maman d'une petite fille de 11 ans et je suis la créatrice du compte Instagram Le Blog d'Artlex sur lequel je partage depuis 12 ans maintenant mes idées de do-it-yourself, de décoration, d'aménagement d'intérieur, de rénovation, enfin bref, tout ce qui touche autour de l'univers de la maison. Et je partage ça auprès de mes abonnés pour les inspirer. Oui, alors tu es très suivie sur Instagram parce que tu as 130 000 abonnés. Tu partages beaucoup pour les auditeurs qui voudraient aller voir un petit peu ce que tu fais. Et alors, ce qui est super intéressant, je trouve, avec ta reconversion, c'est que ton premier métier, donc tu étais styliste mode avant, c'est aussi un métier
vers lequel on pourrait se reconvertir, parce que c'est un métier super créatif qui fait rêver. Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que tu as deux métiers qui font rêver. Souvent, on se reconvertit plutôt d'un métier un peu plus classique de bureau vers un métier créatif. Donc, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu t'es lancée dans styliste mode? Voilà, est-ce que tu avais une passion depuis toujours pour la mode? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour revenir sur ces 2 métiers, c'est que j'ai toujours fait des métiers que j'aime et j'ai aimé, autant l'un que l'autre. Ça, c'est important de le dire. On peut faire une reconversion, voilà, parce qu'on a des changements de vie, mais on peut aussi aimer, tous les métiers, qu'on fait. En fait, j'ai toujours été créative depuis toute petite, à tel point que ma maman m'avait, inscrit à l'âge de 11 ans aux Beaux-Arts pour que je puisse occuper mes 2 petites mains. Donc très tôt, j'ai pris des cours du soir et en plus, il y avait pas à l'époque de cours pour les enfants. Donc je me suis retrouvée avec des adultes à faire de la sculpture, de la peinture, à faire du croquis de nu avec des vrais modèles vivants, et cetera. Donc très vite, j'ai été immergée dans la création. Mes parents sont pas du tout là-dedans, hein, mais j'avais cette appétence pour l'art de manière générale. Ce qui m'a ce qui m'a donné envie ensuite d'aller sur un lycée spécialisé art plastique. Donc, j'embringue sur un lycée dans ce sens-là, avec une option lourde bac. Et moi, mon but ultime, c'était d'être artiste. Sauf que pour mes parents, être artiste, ça le faisait pas trop, quoi. Dans le sens où, mais comment tu vas gagner ta vie, ma fille? Donc, C'était quoi artiste pour toi alors? Qu'est-ce oh que bah tu je imaginais? me serais nourrie d'amour, d'eau fraîche et de peinture, de toile, tu vois, ça m'aurait ça m'aurait convenu dans mon rêve idéal. Mais voilà, bon, mes parents me disaient, bon, bref, ils voyaient pas trop d'issue, donc on a cherché ensemble, etc. Et on a découvert qu'il y avait l'art appliqué. Et l'art appliqué comprenait plusieurs métiers, architecte d'intérieur, design, communication visuelle et stylisme. Et puis tout naturellement, du coup, je me suis dirigée vers le stylisme parce que du coup, c'est ce qui me semblait correspondre le plus à ce que je faisais et ce que j'aimais, c'est-à-dire que je pouvais travailler la toile, je pouvais la peindre, je pouvais la draper autour d'un corps en 3D, donc ça me ramenait un peu à l'univers de la sculpture, etc. Donc je pouvais vraiment travailler la matière en 2D, en 3D pour en faire et puis après faire place aussi à mon imaginaire que j'ai beaucoup, même un peu trop. Donc c'est comme ça que je suis partie sur des études de stylisme, donc BTS stylisme, plus un diplôme universitaire en alternance. Et c'est pendant cette année en alternance où je suis dans une entreprise qui fait du linge de maison, à peu près à 1 heure de Lyon, donc c'était une entreprise qui était en train de couler malheureusement, puisqu'il y avait eu des accords qui avaient été faits entre la France et la Chine à ce moment-là, où il y avait eu des accords internationaux où la Chine pouvait, c'était un peu le début de la fast fashion, etc. Enfin bon, bref, la Chine envahissait le marché du textile en France et ce genre de petites entreprises dans laquelle moi je faisais mon alternance était en train de couler. Et pendant toute cette année d'alternance, moi, je me suis dit, enfin, je voyais du coup vraiment le monde du stylisme un peu qui s'effondrait, enfin les métiers, tout ça, qui s'arrêtaient. Mes collègues aussi enfin les anciennes élèves qui avaient beaucoup de mal à trouver un travail, qui bossaient au McDo le soir pour faire des stages non rémunérés chez Chanel, etc. Donc je voyais tout ça et je me suis dit, bon, ok, a priori en France, ça a l'air d'être hyper compliqué. Mais il se passe quelque chose en Chine, puisque a priori le deal il est là en ce moment. Et je me suis envolée pour la Chine, toute seule avec une petite valise, en me disant moi je vais essayer d'aller faire carrière là-bas. Mes parents, après m'avoir payé mes études, m'avaient dit ma grande maintenant vole de tes propres ailes, voilà, on finance plus rien. Donc quand je suis partie là-bas, Donc, incroyable, t'avais quel âge à ce moment-là, du coup? T'étais super jeune. j'avais 23 ans. Ouais. 23 ans, tu parlais pas... Alors je parlais très mal anglais. Je parlais très très mal anglais et je parlais pas du tout chinois. J'étais partie en plus avec l'utopie de me dire que tout le monde parlerait anglais là-bas et ce qui n'était pas du tout le cas. Donc on va raconter la version longue de la Chine parce que je pense que ça peut inspirer aussi les gens dans le sens où juste c'est pas parce qu'on n'a pas les diplômes requis qu'on peut pas y arriver. Là la Chine, en fait, j'ai commencé à envoyer des CV en anglais à droite à gauche en Chine pour être styliste et bon, j'avais eu 2-3 retours, mais c'était que des stages non rémunérés, tout ça. Et donc moi, fallait que je finance maintenant ma vie, quoi, tout simplement. Et puis un jour, j'ai reçu une offre d'emploi où on m'a proposé d'être professeur de français dans une université.
J'ai 23 ans, je suis fraîchement diplômée styliste, mais je me dis mais c'est quoi ce bordel en fait. Donc bien évidemment, je décline en disant bah non, non, je n'ai pas les diplômes requis pour être professeur et tout ça. Et en fait, ils reviennent à la charge une fois, deux fois, et en fait, ils vont réussir à me convaincre en me disant mais on vous paye le billet d'avion aller-retour, vous avez votre logement de fonction, vous avez un salaire, c'est 20 heures de cours par semaine, etc. Et là, je me dis, bah, moi qui trouvais pas de boulot dans le stylisme, je me dis, ben, tu sais quoi, je vais m'envoler. Ça me fera ma porte d'entrée pour la Chine. Et puis, bah, sur place, on verra bien, quoi. Je vais essayer de me démerder à m'incarner professeur universitaire et on verra comment ça se passe. Ouais. Et Et c'est alors, comme, trop rigolo parce que justement, sur Instagram, je voyais que tu disais que toi, tu n'avais jamais été très scolaire. Donc, oui, c'est très marrant de se retrouver prof finalement à 23 ans, quoi. oui, c'est ça, c'était très, très marrant, et après j'étais avec des élèves super assidus, donc j'avais 60 élèves chinois. Enfin bon bref, je me retrouve dans ce truc-là, mais complètement, dingue, et au final, pendant un an, bah, je vais très, très bien gérer mon poste de professeur de français, parce que, bah, déjà je suis revenue enfin j'ai réfléchi sur les bases de moi quand j'avais appris l'anglais, au collège, Brian is in the kitchen, on a tous connu ça. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais appliquer la même méthode, apprendre les chiffres, les lettres, machin est dans la cuisine et tout, papa, maman. Et en fait, bah, bingo, j'apprends à mes petits étudiants chinois à parler français. Et eux m'apprennent d'ailleurs à parler chinois. En contrepartie, mes étudiants deviennent ma famille. Enfin bon, bref, je suis complètement immergée dans la Chine. Mais pendant que j'avais mes cours et que je donnais mes cours, bah, j'avais pas mal de temps libre aussi. Et je perdais pas d'optique que moi, je voulais être styliste. Donc j'ai commencé en fait à aller chiner sur les marchés des tissus, à trouver les petits couturiers qui vont bien, et j'ai commencé en fait à créer des espèces de mini collections, des mini collections d'accessoires. Donc j'avais créé une marque qui s'appelait les Miss and Misters, et c'était des petits accessoires avec des petites pierres précieuses, de la vraie fourrure, etc. Et puis après j'ai commencé à faire créer des robes et tout ça. Et bref, la sauce a pris, et quand en fait mon année de professeur s'est terminée, je me suis dit bah je vais lancer ma collection. J'ai déménagé dans une ville plus grande qui s'appelait Canton, une ville de 8 millions d'habitants, donc c'était la ville du textile. Et là, bah, j'ai lancé ma société en fait tout simplement qui s'appelait déjà Artlex. Et j'ai commencé à faire un petit blog pour montrer mes créations. Et j'ai été repérée par des boutiques à Paris qui ont commencé à commander bah, mes accessoires, mes robes. Et pendant 2 ans, bah, j'ai été styliste à mon compte de ma société Artlex Création, voilà, en Chine. Et j'avais une trentaine de points de vente en France, Suisse et Belgique. Voilà. Donc après, je te la fais courte, mais j'avais pris un atelier, j'avais plus des petits couturiers indépendants, mais j'avais carrément des employés. Quand il y avait des grosses commandes, je faisais faire ça dans des usines parce que bah, il fallait de la quantité. Par exemple, mes accessoires, parfois j'avais des commandes de 300, 400, voilà, produits. Donc je pouvais plus le faire toute seule avec mes deux petites mains. Et c'était que des personnes qui te contactaient. Toi, tu t'as pas du tout eu à démarcher? Bah, quand j'ai compris en fait que la sauce prenait, parce qu'en fait, au début, j'ai commencé à mettre ça sur mon petit blog. Donc, c'était en parallèle de prof. Donc, moi, j'avais mon salaire. Mais j'ai eu une première commande en fait d'une boutique à Paris qui m'a commandé, je sais plus, je crois que c'était 30 petites pièces, la petite accessoire. Et en fait, la boutique voisine, enfin, tu vois, 2 rues plus loin, voit ça, me passe commande. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, waouh, mes produits plaisent, bah, on y va à fond. Et quand mon année de professeur s'est terminée, bah, j'avais tellement bien fait les choses qu'on voulait me reconduire mon, mon année de professeur, quoi. L'université voulait me garder. Mais moi, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Enfin, c'était une super expérience, mais moi, je veux être styliste et tout ça. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, bah, tu t'y mets à fond. Et là, après, je m'étais bah, créé une petite PLV. J'allais démarcher par mail. Donc, comme j'étais en plus en Chine, c'était beaucoup à distance que je démarchais. Et en fait, les produits, ils étaient à ce moment-là tellement chouettes, parce qu'après, bon, il y a eu un peu des choses similaires qui sont arrivées, mais là, c'était vraiment sur un effet de mode que ça a pris très, très, très rapidement. Enfin, ouais, en 2 ans, le développement, il a été fou, quoi. C'est incroyable, surtout à cet âge-là. Et puis, c'est dur Ouais, de percer dans la mode. Donc, c'est ouais. dingue. T'as eu besoin de beaucoup d'investissement pour faire ça ou c'est assez facile en Chine? Non, bah après, c'est ce que je dis souvent pour maintenant vivre en France et tout ça, c'est que bah, en France, il faut beaucoup d'argent pour lancer sa marque.
En Chine, tu peux partir avec 500 balles en poche et puis monter ta société et vraiment réussir. En Chine ou ailleurs, puisque j'ai une amie, après j'étais styliste pour une amie au Vietnam. Et bon, voilà, avec presque rien, ils ont monté des concept stores, ils en ont 5 ou 6 dans tout le Vietnam. Donc c'est très facile là-bas de développer par rapport à la France. Malheureusement, en France, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que quand j'ai eu besoin de prendre un employé, je me suis pas posé la question pendant 10 000 heures de savoir le contrat, le machin, et que j'allais payer double parce que les charges patronales et tout, si tu veux, tout ça là-bas, ça n'existe pas. Du coup, ça facilite grandement les choses et voilà quoi. Et c'est encore vrai aujourd'hui, tu penses? Je ne suis pas sûre parce que les Chinois, ils ont beaucoup de capacités. Ils ont beaucoup appris. En fait, au début, il y a eu pas mal de sociétés étrangères qui se sont implantées. Donc, les Chinois étaient que exécutants. Et puis finalement, voilà, ils sont pas plus cons que les autres, bien au contraire. Moi, j'adore la Chine, j'adore les Chinois. Ils ont même un très grand savoir-faire. Donc, ils ont appris à travers les entreprises. Et puis après, ils ont monté leurs propres entreprises. Les prix ont augmenté et aujourd'hui, typiquement, enfin, si quelqu'un veut se lancer dans la mode, c'est plus du tout en Chine qu'il faut un pays vers lequel il faut se tourner, puisque maintenant ils font de la qualité, ils ont un savoir-faire, voilà. Et je trouve ça assez incroyable quand même de partir aussi jeune, voilà, dans un pays qu'on connaît pas. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un peut-être, voilà, qui a envie de tout plaquer pour déménager ailleurs et puis qui n'ose pas? Bah justement, j'ai envie de dire d'oser. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est toujours la peur qui retient beaucoup, alors qu'en fait, quand on franchit ce palier de la peur, derrière, en général, c'est toujours des choses extraordinaires qui nous attendent. Mais si on n'ouvre pas la porte de la peur, finalement, on reste avec des regrets, on reste avec des si j'avais, ah mais moi, si je l'avais fait à tel âge, etc. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez culotté, donc quand j'ai envie de le faire, je le fais, quitte à me planter. En fait, justement, moi, je sais pas pourquoi, hein, j'ai toujours été assez désinhibée par rapport à la peur. J'ai rarement eu peur des choses, peut-être parce que je pars du principe que je vais pas me planter, même si parfois je me suis plantée ou j'en sais rien, ou qu'au contraire j'ai pas peur de me planter parce que au pire c'est pas grave. Mais à chaque fois que j'ai fait des actions un petit peu culottées, c'était toujours pour du plus derrière et des choses assez extraordinaires et puis qui enrichissent en fait le bagage personnel, professionnel, tout quoi. Ouais. En fait, il y a toujours une phase un peu d'inconnu, tant financièrement, un petit peu le début, mais après, très vite, on arrive en fait à se retrouver une stabilité même ailleurs, finalement, un peu de ce que tu dis. Oui, c'est ça, on retrouve ces marques, enfin on en recrée. En fait, on recrée d'autres marques, on recrée d'autres réseaux. Moi, c'est vrai que ça me faisait pas peur de quitter mes amis, de quitter mon petit appart d'étudiant à Lyon, parce que justement, j'étais même hyper excitée par la nouveauté, par la découverte, par savoir. En fait, c'était comme une page blanche qui s'ouvrait et où il y avait tout à dessiner en fait dessus. Tout était possible, ouais. C'est ça, c'est un peu voilà, tu ouvres le champ des possibles et ça, je trouve ça extraordinaire de pouvoir s'offrir cette chance-là et avec pas grand-chose en poche. T'es pas obligé de, enfin, il y a beaucoup de gens qui parfois sont arrêtés psychologiquement par l'argent, en effet. Mais moi, par exemple, quand j'étais en Chine, j'ai vu des gens qui avaient tout plaqué et finalement qui trouvaient très facilement un boulot sur place, tu vois, et qui arrivaient à se reconstruire très vite parce que nous, on a notre mentalité de Français où tout est compliqué, ne serait-ce que pour trouver un boulot. Mais là-bas, en fait, tu trouves un boulot très très facilement. Quelqu'un qui arrive, qui est, je sais pas, américain, qui est un peu bon dans le foot, pof, soudain il va être coach sportif et il va coacher des riches chinois. Enfin, moi j'ai vu des choses comme ça, incroyables quoi. Donc non, tout est possible en fait. Ouais, c'est génial. En tout cas, ça donne envie. Et alors, comment ça s'est terminé ton aventure en Chine et au Vietnam? Alors là, c'était exclusivement la Chine, mal, mal. Alors c'est quelque chose dont je parlais pas beaucoup, et puis maintenant avec le MeToo et tout ça, j'en parle. C'est que j'avais rencontré quelqu'un là-bas pendant mon année où j'étais professeure, et bon, c'était grosse passion, etc. C'est d'ailleurs pour ce garçon que j'avais déménagé à Canton pour le suivre. Et puis il s'avère que c'était pas du tout malheureusement la bonne personne. Donc, enfin voilà, c'était une personne manipulatrice, pervers narcissique, très possessive, très jalouse. Donc voilà, commençait à subir l'enfermement, les violences psychologiques. Enfin bref, ça a été très compliqué, tu sais, quand tu es sous emprise. Donc en fait, sur le papier et même au niveau de la carrière, tout roulait, mais en off, ça devenait très compliqué. J'avais du mal à en parler, donc j'en parlais
pas, et encore moins à ma famille pour pas les inquiéter. Et puis c'est vrai que sur la fin, enfin bon, je ressemblais plus à rien, quoi. J'étais une espèce de de cadavre, tu vois. Je crois qu'il avait pris toute mon âme. Et là, je me suis confiée à ma famille. Et en fait, à partir de là, il a fallu presque qu'il m'extradie, puisque cette personne me disait que si je le quittais, il allait me tuer. Enfin bon, bref, hyper compliqué. Donc il a fallu, enfin, il avait mes papiers, je pouvais plus du tout bouger le petit doigt, quoi. En fait, j'avais juste le droit de bosser, donc ça c'est cool. Mais tu vois, enfin, d'avoir mon entreprise et tout, pas trop avoir d'interaction avec les gens. Et après, voilà, la maison. Ouais, puis il avait dû profiter du fait que tu étais voilà, sans ta famille C'est ça. sur Et en place. fait, la première année, quand j'étais arrivée à Guilin pour l'université, j'avais plein d'amis, plein de copains et tout ça. Et c'est lui qui m'a fait déménager. Du moment que j'ai déménagé avec lui, bah, c'est là que du coup, tu vois, j'avais pas le droit de. Enfin, si je rencontrais quelqu'un, j'avais pas le droit de le revoir. Même une fille, tu vois, j'avais pas le droit d'aller boire un verre avec des filles. Enfin, je devais demander l'autorisation pour tout et tout ça. Et, euh, et ça aussi, c'est une belle leçon de vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que pour les faibles psychologiques, tu vois, à qui ce genre de choses arrive. En fait, pas du tout. Pas du tout. Tu vois, moi, je suis quelqu'un d'un caractère très fort. Et finalement, peut-être un peu trop amoureuse et passionnée, c'est peut-être ce qui me porte défaut. Et là, en l'occurrence, ça a été un petit peu ça. Alors pourtant, j'ai beaucoup de caractère, mais là, je me suis j'étais sous emprise, quoi. Je me suis fait avoir. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais, enfin, mes parents ont tout fait pour que je récupère mes papiers et puis que je puisse rentrer en France. Et quand je suis rentrée en France, à la base, c'était simplement pour pouvoir rompre avec lui sans craindre un coup de couteau ou de l'acide sur le visage, tu vois, parce que c'était un peu les menaces que j'avais. Mais j'avais toute ma vie en Chine, en fait. J'avais tout mon business qui tournait, en fait. D'ailleurs, quand je suis partie, il y avait des commandes en cours et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée en France, j'ai rompu avec lui à distance. Et le lendemain, en fait, il a débarqué dans mon atelier et il a tout fait fermer et il a fait tout jeter par les fenêtres et il a détruit mon atelier, mon entreprise. Et il m'a dit, maintenant, tu n'as plus aucune raison de revenir. Bref, je suis rentrée en France bah, pour une histoire de survie. Et là, bah, la chute, elle a été très, très dure parce que bah, je suis passée de là, tu vois, du top, à ben, retour en France, dans la petite chambre chez papa, maman, au chômage. Et là commence une très longue galère, en fait, bah, de chômage, de recherche d'emploi. Bon, je pense que Clairvy, il faut dire aux auditeurs que ça fait 4 fois qu'on refait la prise quand même. Sur le moment le plus Ouais. traumatisant de ma vie, on est quand même depuis 4 fois que je répète la même chose parce qu'on a des coupures d'internet. Donc Voilà, donc on a eu chacun de notre côté plusieurs problèmes. Donc moi, je pense que c'est ton ex qui est en train c'est ça. d'agir pour que ça n'ait pas lieu à l'enregistrement. Il nous envoie le mauvais karma, le mauvais karma. Voilà. Bon, on va essayer tant bien que mal de raconter ce magnifique moment de manière fluide. Donc du coup, je trouve un travail, ça je l'avais déjà dit ou pas? Attends, je sais plus où j'en suis. Donc toi, là, t'étais au chômage dans la chambre de tes parents. Donc c'était très dur comme retour. Voilà, le retour était très dur, mais c'est bien d'en parler avec humour et drôlerie. Non, du coup, je trouve un travail, je finis par trouver un travail de vendeuse à mi-temps dans un concept store, le concept store Home Autour du Monde, de la marque Ben Simon à Lyon. Et donc, voilà, je gagne péniblement ma vie, parce que vendeuse à mi-temps, tu gagnes 800, 900 euros par mois à l'époque. Donc, c'est pas non plus la grosse folie à ce niveau-là. Et là, je vais être vendeuse à mi-temps dans cette petite boutique, enfin dans cette boutique pendant pareil 6-8 mois, jusqu'à ce qu'un jour le destin à nouveau me tende la main et que, en petite culottée que je suis à nouveau, je vais le faire basculer. Est-ce que tu veux savoir la suite? Oui, on veut tous savoir la suite. Je rigole. Et pourquoi déjà t'avais pas continué ta marque en France? C'était impossible? Alors c'était impossible puisque il aurait fallu là-bas j'étais vraiment sur place au pays de la fabrication de textiles et aussi où la main-d'œuvre n'a pas le même coût qu'en France. Alors attention hein, parce que la main-d'œuvre n'a pas le même coût qu'en France, mais moi aussi je vivais pas au même régime qu'en France. C'est-à-dire si par exemple en France il fallait 2 000 € pour vivre, là-bas avec 400 €,
tu vivais très correctement. Donc, il n'y avait pas d'histoire d'exploitation. J'employais mes salariés au prix de là-bas et moi, je vivais bien, mais par exemple, vivre bien là-bas, c'était gagner 400 euros par mois, ce qui en France est inconcevable. Et en fait, quand je suis arrivée en France, eh bien, il aurait fallu que je fasse importer tous mes produits, que je trouve la fabrication, enfin des personnes qui puissent me coudre ça, parce que c'était vraiment des choses qu'il fallait coudre à la main avec minutie et tout ça. Et ben en fait, tout ça, ça me plombait ma marge. Et en fait, ça servait même à rien que j'essaye de recommencer, puisque j'aurais même pas fait 2 euros de marge sur mes produits, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas continué. Alors, donc, du coup, raconte-nous, donc le destin t'a tendu les mains. Et en fait, le destin m'a tendu la main puisque donc je suis dans cette boutique, la boutique Ben Simon, et qu'un jour, le grand patron, Serge Ben Simon, vient pour inaugurer une collection. Bref, ils avaient sorti une nouvelle collection dans le magasin. Et donc, il descend de Paris dans cette boutique de Lyon. Et ce monsieur, Serge Ben Simon, c'était quelqu'un d'un peu âgé et tout ça, mais c'est quelqu'un surtout qui a un très gros bagage dans le voyage, etc. C'est pareil, quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a un état d'esprit très à l'américaine et pas à la française, c'est-à-dire qu'il il voit plutôt le talent que les diplômes. Et enfin, tu vois, il va former ses équipes comme ça. Et donc ce jour-là, il débarque, il est entouré d'une nuée de journalistes qui doivent l'interviewer et tout. Et lui, qui parle autant à la femme des ménages qu'au milliardaire de la même manière, parce que c'est quelqu'un de très humble, bah, il s'approche de moi et il dit alors c'est vous la petite vendeuse qu'on a recrutée, la dernière recrue et tout. Alors moi je suis là, ben, oui, tout ça, oui, c'est moi, bonjour. Et là il me dit, ben, asseyez-vous à côté de moi, racontez-moi d'où vous venez, votre parcours et tout. Alors qu'il y a des journalistes qui veulent l'interviewer, le mec prend du temps, prend 10 minutes pour s'asseoir avec moi. Et en fait, ben, je lui raconte tout ce que je viens de te raconter jusque-là, le parcours, la Chine, tout ça. Bien évidemment, je rentre pas dans les détails de pourquoi je suis rentrée. Je dis que je suis rentrée pour raison professionnelle. C'est comme ça que j'ai atterri dans sa boutique et tout. Et il m'écoute attentivement, machin, il dit pas grand-chose. Après, il repart faire sa live avec les journalistes. Et 3 semaines après, j'ai un appel de la RH à Paris qui me dit, ben voilà, Serge Ben Simon me veut dans ses équipes à Paris. Et en fait, Incroyable. je vais passer 2 entretiens. Alors les entretiens sont un peu rocambolesques puisque je monte à premier entretien. Je me retrouve face à Serge Ben Simon qui me dit, bah, écoutez, j'ai entendu que vous étiez, vous m'avez dit que vous étiez styliste, etc. Moi, j'ai adoré votre parcours et tout, mais voilà, j'ai pas de poste de styliste à vous proposer. Donc je fais OK, tu vois, je me dis merde, pourquoi je suis montée alors, enfin, où il va en venir? Et il me dit en revanche, j'ai le projet de monter le e-shop de la marque Ben Simon. Est-ce que vous vous sentez capable d'imaginer le e-shop et de gérer le e-shop? Je vous remets ce bébé entre les mains, ça serait une création de poste et tout. Et moi qui n'ai jamais géré un e-shop de ma vie, qui n'y connais rien, et ben c'est là que je te parle de culot, bah, c'est que je vais dire oui. Un peu comme j'ai fait pour prof, j'ai dit on dit d'abord oui et on se démerde après, tu vois. Et donc je vais dire oui. Et me voilà débarquée à Paris, où il y a un autre poste qui se crée à côté de moi, qui est l'informaticien. Donc en gros, il me nomme chef de projet pour le e-shop Ben Simon. J'ai mon informaticien qui met en place mes idées techniquement. Et me voilà en fait propulsée à la tête d'un e-shop d'une des plus grosses marques de France quand même. Et ben là aussi, hein, quand tu n'es pas plus con qu'une autre, et ben t'apprends. J'ai surfé sur tous les e-shops de la terre pour voir comment on faisait, comment on naviguait, etc. Alors je suis très autodidacte aussi, j'apprends très vite en fait. Je lis, je me renseigne et ça me brique très vite dans ma tête. Et au bout d'un an, le e-shop naît. Donc un super e-shop à l'époque, voilà, parce que j'avais pris le meilleur de chaque e-shop pour en faire un truc génial pour Ben Simon. Et puis après, je passais chef de produit parce qu'après, il fallait gérer ce e-shop et le faire tourner. Voilà, donc on vendait plein de choses. On vendait des chaussures, on vendait des fringues. C'est un féru d'art, Serge Ben Simon, donc il y avait aussi des pièces de collection, des objets de déco, etc. Et donc moi, je manageais tout ça. Enfin, j'étais plutôt couteau suisse puisque je faisais tout. Les photos, le service après-vente, je gérais du coup les réseaux sociaux, je gérais le e-shop. Enfin bon, je faisais les shootings avec les mannequins aussi, parce qu'un jour il est arrivé en me disant tenez, je trouve que vous avez un œil, il me met un appareil photo sur le bureau, il me dit maintenant vous êtes la photographe officielle de Ben Simon, du e-shop là.
OK, donc je me forme sur Photoshop toute seule, enfin bon, ouais, un truc un peu fou, quoi. Voilà. Et c'est incroyable parce que enfin, de la manière dont tu parles, tu aurais pu être son bras droit pour un long moment, en fait. Comment ça s'est fini? Et ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au-dessus de moi, il y avait Serge Ben Simon, il y avait personne. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'apprendre et qui m'ennuie très vite. Donc, tant que j'étais dans l'apprentissage, j'apprenais à faire un e-shop et en même temps, je le concevais. Puis après, j'apprenais comment gérer un e-shop, etc. Ça allait, je m'éclatais. Et en fait, au bout d'un moment, quand ça devient cyclique, bah, pour moi, ça devient rébarbatif. C'est-à-dire que je me nourris plus. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'après, j'ai tenu 2 ans, mais l'équivalent de 4 saisons, c'est que finalement, chaque saison se répète où tu choisis tes pièces, tu fais les photos, tu les mets en ligne. Après, tu fais des petits trucs sur les réseaux sociaux, tu invites les influenceuses, blablabla. Et finalement, ça se répétait, ça se répétait. Et moi, n'aimant pas la routine et tout ce qui est voilà, très routinier, très redondant, j'ai démissionné à ma 3e année. J'ai préféré voilà, laisser la place. Tu avais fait le tour et donc alors est-ce que c'est à ce moment-là que tu as lancé ton compte Instagram? Tout à fait. C'est-à-dire que donc avant de démissionner, bien évidemment, j'ai pas sauté comme ça en parachute sans le parachute. J'avais relancé des contacts avec l'Asie et c'est comme ça que j'ai trouvé 2 contrats de styliste freelance. L'un avec une amie qui était implantée au Vietnam, donc qui lançait ses collections, ses concept stores et qui m'a demandé de faire ses collections de prêt-à-porter femmes. Et l'autre d'une amie chinoise qui vit en France et qui m'a demandé de faire toutes ces collections, enfin d'imaginer, hein, donc du dessin, les cotations et tout, et la fabrication se faisait là-bas. Et donc c'est grâce à ces 2 contrats assez solides que j'ai pu démissionner de chez Ben Simon et également revenir sur Lyon puisque j'avais rencontré entre-temps dans ma péripétie Ben Simon quelqu'un, le papa de ma fille en l'occurrence, qui habitait sur Lyon et quand on s'était aussi posé la question de où est-ce qu'on veut faire un enfant et tout ça, on trouvait que Lyon c'était quand même un petit peu plus sympa. Donc la démission, le fait de revenir sur Lyon, le fait aussi du coup d'être freelance, donc d'avoir plus de marge de manœuvre, de liberté, faisait que j'avais aussi du temps pour pouvoir créer un petit blog. Alors pourquoi un blog? C'est parce que quand j'étais du côté de la marque, bah, j'étais justement celle qui invitait les blogueuses, parce qu'on parle de blog, hein, entre 2009 2012, on n'était pas du tout sur Instagram à l'époque, c'était les blogs. Et j'invitais bah, les blogueuses à venir choisir leurs produits en espérant qu'elles fassent un petit look avec et tout ça. Et j'avais adoré vraiment rentrer dans la vie de ces filles, de ce qu'elles partageaient, en tout cas les looks et tout ça. Et donc, quand je suis rentrée, que j'ai eu plus de temps libre en tant que styliste freelance, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais lancer mon petit blog. Et je vais lancer mon blog de do it yourself. Autant te dire que le mot n'existait même pas à l'époque, do it yourself. Moi, je disais un blog sur mes customisations. Et comme j'avais bah, des idées à revendre, d'upcycling, de créer des choses et tout ça, je me suis dit, bah, bingo, je crée un blog et je mets à profit tout ce que j'ai appris chez Ben Simon, faire les photos, Photoshop, tout ça, à mon service. Et c'est comme ça qu'en 2012 naît le blog d'Artlex. Et à ce moment-là, c'est plus un hobby ou tu te dis tout de suite que ça peut devenir quelque chose de plus professionnel? Non, alors à l'époque, c'est complètement un hobby. D'ailleurs, il n'y avait rien de professionnel chez personne. Et on était à 10 milieux, enfin moi j'étais à 10 milieux de me dire que j'allais en vivre. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça fait 12 ans que ça perdure, c'est que moi je suis animée depuis 12 ans que par une chose, par la passion de la création. En fait, j'ai jamais été animée par l'envie d'avoir beaucoup d'argent, par mon blog, tu vois, quand je l'ai créé, ou d'avoir plein de cadeaux. C'était pas ça qui m'animait du tout. Moi, ce qui m'animait, c'était de pouvoir nourrir mon cerveau avec des idées nouvelles. Donc déjà, moi, ça me stimulait. Et en plus, je partais du principe que tout un chacun, si on lui expliquait bien, il pouvait y arriver aussi. Tu vois, c'était pas, comme je pars du principe que personne n'est plus con qu'un autre, et ben c'est pareil en création. Tu vois, parfois je fais des choses, on me dit waouh, c'est super beau et tout, mais si je t'explique, tu vas pouvoir faire la même chose. Peut-être un peu moins bien ou peut-être différemment, mais en tout cas, tu vas pouvoir y arriver. Si tu as les bonnes explications, les bonnes photos qui vont avec et tout ça. Donc ça, c'était vraiment mon leitmotiv. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'est ça, je me suis mis à fond dedans, vraiment à fond. Je faisais ça le soir, le week-end, tout le temps. Je sortais des articles avec des do-it-yourself différents. Donc, c'était beaucoup axé sur la mode au départ. Et en fait, j'ai été repérée par les médias, par la presse, parce que c'était assez novateur. Je repérais en fait, moi, sur les défilés, des choses qui coûtaient cher.
et je montrais comment le faire à moindre coût. Voilà, donc par exemple, un t-shirt Gilles Sanders, parce que ça c'était un do-it-yourself que j'avais fait pour le L, un t-shirt Gilles Sanders qui coûtait, je sais pas moi, 800 balles, tu vois, qui était tout noir avec un bandeau doré là. Bah moi je te montrais comment t'allais acheter un t-shirt noir chez H&M, t'achetais du thermocollant et tu te faisais ton Gilles Sanders pour 15 balles quoi. Et ça, si tu veux, Trop sympa. c'était mon principe. Et la presse a adoré, parce qu'en plus, on était sur une période un peu de crise niveau sociétal. Et en fait, la presse en a parlé et tout ça. Et j'ai été très vite approchée par les marques qui me demandaient de customiser un peu leurs produits et tout. Et en fait, ben, étant styliste de métier et de longue date, j'ai très vite chiffré, en fait, même si j'avais une petite communauté, c'est-à-dire que un de mes premiers contrats, c'est Petit Bateau qui m'approche en me disant voilà, on aimerait que vous customisez nos bodies tout simples, là, emblématiques et tout, etc. On vous offre 3 bodies en échange. Mais dans ma tête, c'était inconcevable. À l'époque, ça fonctionnait comme ça. Mais en fait, dans ma tête, moi, étant styliste, enfin, ayant une entreprise en Chine, enfin, du moment que tu fais appel à ma créativité, à mon savoir-faire, à mon expérience, ça se chiffre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai très vite chiffré, en fait, mes prestats. Et c'est comme ça qu'en 2014, j'ai commencé à tirer mes premiers salaires, en fait. Et là, j'ai arrêté styliste freelance et je me suis dit, putain, il y a un truc. Et là, je me suis lancée à fond. Et je me suis dit, je vais en faire. Je peux gagner ma vie. C'est là où, en 2014, je me suis dit, waouh, je crois que je peux gagner ma vie avec ça. Tu vois? Ouais, incroyable. Ouais, c'était fou. Et comment t'es passée alors avec, avec à la décoration intérieure, rénovation? Ça s'est fait petit à petit? Alors, ça s'est fait, oui, petit à petit. En fait, il y a eu, c'est ça, c'était beaucoup de customisation de mode, etc. Il y a eu un moment où j'ai eu un ras-le-bol en fait de la mode, société de consommation, la fast fashion. Moi, j'étais beaucoup sollicitée par les marques, mais parfois il n'y avait pas vraiment de sens, tu vois. Enfin, voilà, le nombre de marques qui m'ont contacté pour que je customise un tote bag. Enfin, bon, voilà, ça, mais tout était prétexte à finalement vendre toujours plus de fringues, toujours plus de fringues. Et moi, j'étais un peu dans la démarche inverse de me dire consommer moins, consommer raisonnable, peut-être acheter une fringue un peu chère et de bonne qualité plutôt que 10, 20 fringues qui sont merdiques au final. Donc, du coup, ça commençait à s'éloigner un petit peu des valeurs. Tu sais, je changeais aussi, je grandissais, etc. Ouais, quand t'as l'âge aussi de se dire, bah voilà, j'ai commencé à avoir envie peut-être d'avoir, de m'intéresser plus à la déco, à avoir un joli appartement. Voilà, c'est ça. Il y avait les premiers emménagements aussi avec le papa de ma fille. Et puis en 2018, parce que moi je tournais du coup tout le temps, hein, parce que comme je travaillais pour les marques, j'étais tout le temps en train de faire des do-it-yourself, tourner, faire des tournages, des montages et tout ça. Et autant te dire que j'envahissais régulièrement le salon avec des temps de séchage, genre ah, on touche pas, ça doit sécher pendant 3 jours, tu vois. Donc salon envahi, les caméras, les machins. Et qu'un jour, à un moment, il a fallu je me suis dit, mais même pour la santé mentale, pour tout, je me suis dit, il faut que j'ai vraiment un lieu à moi pour déjà scinder les choses, tu vois, de rentrer chez moi, aller bosser, enfin, bien distinguer les lieux. Et aussi, il me fallait un espace un peu plus conséquent. Et j'ai eu l'opportunité, c'est pareil, c'est une histoire de cogite, c'est qu'au début, je me suis dit, je vais chercher un coworking, sauf qu'un coworking, quand tu es créative et que tu tournes et tout ça, bah, il te faut toute ta maison avec toi. Donc, je me suis dit, bah, je vais chercher un local à louer. Et quand j'ai vu les prix des locaux à louer, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien que je loue, je vais acheter, quitte à avoir un crédit. Et j'ai acheté mon premier bien en 2018, un petit local commercial dans le centre de Lyon de 40 mètres carrés qui s'appelait l'atelier Artlex. Et pareil, je l'ai acheté à petits moyens et j'ai fait ma première rénovation en fait avec très peu de moyens. Et c'est là que je mets un pied dans la rénovation et dans la déco et que là je me sens par rapport à la mode que je faisais, je me suis sentie vivante en fait. Casser des murs, arracher des vieilles moquettes, réussir à réfléchir à des trucs pas trop chers mais qui rendraient bien en déco pour voilà, qui répondaient à des besoins concrets. Ça j'ai adoré. Et à partir de là, il y a eu un clivage 2018 où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Enfin, la déco, enfin, parce que je pensais même pas qu'un jour je pourrais racheter d'autres biens. Donc j'ai fait cette rénovation. Puis après, je suis partie plus sur des do-it-yourself déco qui pouvaient être utiles pour la maison, qui permettaient de se sentir bien chez soi. Et t'as pas eu peur par rapport à tes abonnés qui te suivent pas, tu vois, sur cette nouvelle voie que tu prenais dans la création de contenu? Alors, je sais que j'avais fait un post où je l'avais annoncé et que ça a été acclamé. Ça a même été repris dans la presse où j'avais dit honnêtement que
je gagnais très bien ma vie avec la mode, et cetera, les marques, mais qu'un jour, quand j'ai ouvert mon placard et que j'ai vu 35 manteaux d'hiver différents, alors que je mettais toujours le même, et que du coup, j'avais perdu un peu le sens et que je trouvais que c'était là, on avait dépassé les limites du raisonnable et que, ben, en fait, j'arrêterais tout partenariat avec les marques mode, hein, donc je me coupe aussi une partie de mon chiffre d'affaires, on va pas se le cacher, hein, c'est-à-dire qu'en faisant ça, je prends un très gros risque parce que, en fait, là, je sais pas de quoi je vais vivre demain et je l'annonce en plus publiquement. Ouais, et en même temps, comme j'ai toujours voulu rester alignée avec mes valeurs, ben, pour moi, j'avais pas le choix. Tout ce que je fais, c'est avec le cœur. Je voulais c'était obligé. Il fallait que j'arrête ça. Et donc, je l'ai annoncé à mes abonnés. Et en effet, comme tu dis, après ce genre de changement, bah, t'en as qui partent, t'en as qui restent. T'en as aussi qui s'attachent à une personnalité plus que finalement, enfin, ils aiment un tout, tu vois. Donc, moi, je sais que j'ai des abonnés qui me suivent depuis avant que j'ai ma fille. Enfin, ce qui est incroyable. Quand on me dit ça, mes abonnés, je leur dis waouh, merci. Mais je veux dire, c'est qu'ils sont attachés enfin, ça va au-delà en fait de ce que je propose, je pense. Oui, oui, c'est de l'humain. Donc, tu as commencé à travailler avec des marques plus de décoration d'intérieur, maison. Comment ça s'est passé un peu le changement? C'est ça. Bah après, comme je suis toujours alors bien évidemment entre du blog, on est passé sur Instagram, hein. Instagram a pris beaucoup d'ampleur et après les marques au début, elles voulaient un article sur le blog avec un petit relais sur Instagram et après le blog a été délaissé et les marques voulaient directement des photos puis des vidéos. Enfin voilà, tu connais la suite Instagram, tu commencé aujourd'hui. Après, bah, moi j'ai eu la chance et j'ai encore un peu la chance de ne jamais avoir trop démarché, eu besoin de démarcher. C'est-à-dire que comme j'avais cette spécificité do it yourself, on n'était pas beaucoup à l'époque. Donc le bouche à oreille fonctionnait très vite et entre les marques ou les agences de com, mon nom, il était quand même assez divulgué. Donc c'est vrai que c'est une bonne question. Je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Les marques, tu vois, j'ai travaillé avec des marques comme La Redoute Intérieure, avec Milibou, avec des marques de peinture, du Louise Valentine, enfin Faro Paul, pas mal de Teddy Bear aussi, enfin Conforama, enfin voilà. Après, bah, elles m'ont approché. Alors, tu as eu des super collaborations, hein, parce que tu as eu Gary Lafayette, La Redoute, Zalando et Dior. Dior aussi, oui. Quelle a été peut-être ta plus belle collaboration, un peu ton meilleur souvenir, peut-être tant mode que rénovation, déco? Voilà, elle est dure cette question. J'en ai fait tellement, et en plus celle qui me vient, bah, c'est ni l'une ni l'autre. C'est ni de la déco, ni de la mode, parce que j'ai eu la chance d'être invitée par un hôtel de luxe à découvrir, à partir en Thaïlande, et à découvrir la Thaïlande en famille. Donc là, bon, typiquement, tu vois, c'est quelque chose d'un peu incroyable comme ça, qui me vient. Après, là, les marques, je sais que j'aime beaucoup travailler avec les marques de peinture, puisque la peinture, c'est une matière. Et moi, après, j'en fais ce que je veux. Et oui, j'ai fait régulièrement des fresques. Là, je me suis beaucoup amusée à faire des fresques avec des marques de peinture différentes pour les valoriser à travers quelque chose de très créatif. Et je sais que ça, j'adore et je m'éclate vraiment à travers ce. Mais il y en a beaucoup, tellement d'autres avec. Enfin, là, C'est dur ah bah, à en résumer. 12 ans, je pense que je dois avoir au moins 500 marques à mon actif. Donc là, enfin, et encore, je sais, j'ai jamais compté, mais donc. Et alors, tu as fait un post récemment pour dire que, voilà, donc tu avais beaucoup grossi, tu avais une équipe, voilà, donc tu avais des personnes qui travaillaient avec toi, une comptable, un atelier, et que, bah voilà, justement, après 12 ans, tu as eu envie de... alors, attends, je vais redire le terme que tu disais, rétro-pédaler, pour un peu ralentir et te recentrer, parce que si, c'est vrai que c'est dur de, voilà, justement, gérer une équipe, avoir des locaux. Alors, je trouve que c'est super intéressant parce que voilà, tu es assez avancé dans ta reconversion et puis donc tu as un peu cette réflexion. Est-ce que peut-être tu peux partager un petit peu plus de voilà, comment tu as eu envie de ralentir, pourquoi, comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que c'était la bonne décision? Tout à fait. Alors là, ça fait 12 ans que je suis sur les réseaux. On va dire que j'ai commencé ce changement il y a un an. Donc pendant 11 ans, pardon, je pense que j'ai dû travailler 70 heures par semaine, toutes les semaines, pendant 11 ans. J'ai dû faire 2-3 burn-out. Le papa de ma fille a beaucoup connu mes périodes de stress, enfin vraiment des moments complètement submergés, hein, même malades en termes de santé mentale. Parce que être sur les réseaux, c'est très difficile. Il y a ceux qui ont une image un peu déformée, enfin,
en tout cas de ce que ça leur renvoie, comme quoi c'est futile, facile, plein de cadeaux, la belle vie et tout ça. Mais en tout cas, pour ma part et dans mon créneau, bah, c'est non, c'est du H24, c'est travailler la journée, c'est travailler le soir, c'est travailler le week-end. Alors je dis travailler, c'est-à-dire que même poster 4 stories, parfois pour les personnes c'est anodin, mais 4 stories, parfois c'est 2 heures. Parce que tu mets ton texte, tu mets ta musique. Moi, je peux pas m'empêcher de faire des montages parce que je suis assez perfectionniste. Donc même une stories, rien à voir, un truc, tu vois, je vais montrer un truc, voilà, je vais mettre du temps parce que j'ai à cœur que ça soit qualité. Donc voilà. Et puis c'est vrai que très sollicitée, j'étais beaucoup sollicitée par les marques. Donc à un moment, toute seule, c'était compliqué. Donc j'ai pris une agent qui gérait tous les mails entrants. J'avais entre 30 et 40 mails par jour qu'il fallait traiter. Et comme moi, en même temps, bah, quand je fais une fresque murale et que c'est une semaine de boulot, bah, je peux pas être en train de traiter mes mails, tu vois. Et puis après, j'ai pris des alternantes, j'ai pris des stagiaires. Et puis au final, ben, pendant 2, 3 ans, ça a fonctionné comme ça. Et j'avais une charge mentale vraiment énorme. Et à un moment, j'ai eu. Et puis surtout, je payais beaucoup, beaucoup de charges. Et oui, parce que ben, on est en France, donc en France, tu payes beaucoup de charges quand tu embauches quelqu'un. Voilà. Donc du coup, très vite, je me suis rendu compte bah, que tout ce petit monde, ça me coûtait très cher, qu'il y avait aussi le crédit de mon atelier, bah, qu'il y avait les charges de manière générale, quoi. Et qu'au final, ben, pour moi, il en revenait pas tant que ça, tu vois. Mais par contre, je devais travailler énormément pour payer toute cette équipe avec toujours mes 2 petites épaules, puisque celle qui est devant la caméra, celle qui crée les trucs, ben c'est moi, je peux pas déléguer. Et un jour, en fait, il y a eu un espèce de trop plein où je me suis dit, je veux retrouver en fait un peu de respiration mentale. Et je me suis séparée des personnes les unes après les autres, de mon atelier aussi que j'ai mis en location. Et là, j'ai recommencé un peu à respirer. Alors voilà, en prenant du coup un peu moins de contrats parce que j'avais plus besoin d'en prendre autant pour payer tout le monde. Donc et c'est vrai que bah, depuis un an, moi j'ai l'impression de revivre et enfin profiter un peu de la vie depuis un an. Tu vois, ça fait un an seulement que je peux m'octroyer de prendre le mercredi pour ma fille. Avant, ma fille ne me voyait jamais. Je travaillais tout le temps. Donc, tu vois, rien que ça. Alors qu'on dit, oh, il y a aussi pareil, toujours un peu cette utopie de dire, ah, mais si je suis à mon compte, je ferai ce que je veux, comme je veux, je prendrai le temps qu'il faut. Mais en fait, non, quand tu es à ton compte, tu bosses 4 fois plus que quand tu es salarié. C'est pas vrai. Tu dors pas la nuit parce que tu as tes devis, tes factures, ta comptabilité, tes soucis, l'URSSAF, le machin. Et enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Même quand tu as fini ta journée, tu as énormément de choses, en fait, encore à penser. Donc voilà, donc en fait, j'ai retrouvé une respiration et aujourd'hui, moi, ce qui prime, c'est de pouvoir trouver vraiment le juste équilibre pour continuer mon travail que j'adore, mais tout en fait, je veux plus faire de burn-out. Voilà, j'en ai assez fait. C'est vrai qu'après, quand on grossit, en fait, on se retrouve aussi avec plein de contraintes que finalement, au début, on a un peu fui, en fait. Enfin, tu sais, on se retrouve un peu avec le quotidien de bureau, d'équipe. Et des fois, ça C'est peut... exactement Voilà, ça. en fait, sans y réfléchir, on se peut se retrouver dans un quotidien où j'avais écouté comme ça un podcast de quelqu'un qui disait qu'il avait pris des bureaux, il avait acheté plein de trucs et tout, et que finalement, il s'était retrouvé un peu dans un quotidien que, à la base, il avait quitté, en fait. C'est ça. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand le midi, je me retrouvais à m'excuser auprès de mon alternante ou à dire j'aurai une demi-heure de retard parce que je mange avec machin et tout ça, enfin, ou alors j'aurai du retard, j'arriverai pas à 9 heures mais à 9h30. Au moment, je me suis dit, waouh, attends, t'as tout fait pour être libre et en fait là, enfin, t'as une espèce de devoir de donner de l'exemplarité de ci, de ça, de l'autre et ça allait complètement à l'encontre au final de la vie que je voulais, en fait, que je m'étais créée à la base. Et comment ça s'est passé alors quand tu as justement un peu rétro-pédalé la transition, ça s'est bien passé? Bah, ça s'est bien passé, oui, très bien. Enfin, pour moi, ça a été une libération de manière générale et ça n'a pas impacté les demandes que j'avais par mail ou les demandes de contrat, etc. Et en parallèle de ça, bah, je venais juste d'acheter une vieille bâtisse à retaper. Donc, si tu veux, pour moi, j'y ai vu le bon moment aussi, puisque j'allais être une semaine sur deux en train de retaper une bâtisse. Et c'est aussi ça qui a fait, quand j'ai signé, tu vois, j'ai signé en décembre et après, je me suis séparée de l'équipe entre janvier
janvier et mars. Et en fait, pour moi, c'était le parfait timing parce que je me voyais pas en fait être une semaine sur deux dans la maison et de devoir avoir en plus en tête ah bah machin, elle sait pas quoi faire, il faut que je lui donne du taf. Enfin, je pouvais pas tout gérer. Donc en fait, j'étais très heureuse de retrouver cette liberté de pouvoir alors être un coup à droite, un coup à gauche, un coup là dans la Drôme, un coup dans le Rhône, sans me poser de questions, à devoir des comptes à qui que ce soit. Et donc ça s'est super bien passé. Et puis du coup, ben, il s'est avéré que je pouvais travailler autant à Lyon quand je devais garder ma fille à Lyon, que autant dans la maison quand il y avait des travaux à faire, travaux qui en plus ont pris une place importante sur mon compte Instagram et sont devenus des sujets à traiter quoi. Donc ça a été aussi génial. C'est comme ça que petit à petit, il y a aussi de la rénovation qui s'est intégrée sur ce compte Instagram qui était à la base déco, do it yourself, aménagement. Oui, alors parce que tu as rénové une maison l'année dernière que tu loues aussi, qui vient juste d'être terminée, d'être rénovée. Et alors, comment tu vois un peu la suite? Quels sont tes rêves professionnels? Comment tu vois la suite? Parce que tu es un petit peu dans une phase de transition. Tout à fait, tu as tout compris, c'est exactement ça. C'est une phase de transition où justement j'ai envie de travailler différemment, enfin tu vois, de pouvoir tout doucement me détacher des réseaux. J'aime les réseaux et j'aime travailler dessus, mais je veux plus que ce soit aussi chronophage. Donc ça fait 1 an que j'œuvre à ça. Et pour ça, l'idée c'est aussi de gagner en indépendance et plus forcément être complètement rattaché au réseau, enfin tu vois, être dépendante au réseau. C'est pour ça que, à travers cette maison, l'idée c'était de faire une rénovation, montrer plein d'inspiration pour les abonnés parce qu'il y avait vraiment plein de choses. Et puis, une femme seule qui rénove, maman solo, qui plus est, qui a en plus galéré à avoir un crédit, bah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans, puisque j'étais un cas bah, comme malheureusement beaucoup de gens, donc ça a beaucoup inspiré. Et puis pareil, avec des frais limités, j'avais pas non plus une pochette d'argent extensible, donc il y a plein de choses que j'ai fait moi-même, donc c'était chouette de partager ça. Et puis là, l'idée, c'est cette maison, si tu veux, c'était une maison que j'ai imaginée en maison de vacances, mais j'avais pas la prétention de me dire que ce serait une maison de vacances. Et c'était surtout une maison que j'avais imaginée donc pour pouvoir en profiter avec ma fille, mais une maison que je pourrais louer et du coup qui après ferait un rendement. Déjà de un parce que j'ai un crédit à rembourser. Si j'étais milliardaire, j'aurais plein de maisons sans crédit et que je louerais pas, que je garderais pour moi. Non, mais voilà, la vérité c'est aussi ça, c'est qu'à un moment c'était une maison que j'ai fait pour qu'à la fin on ait envie de venir passer des vacances ici parce que le lieu il est extraordinaire, la maison est extraordinaire, mais le village la Drôme, le coin, il y a plein de trous d'eau, c'est extraordinaire. Et moi, j'avais envie que les personnes, une fois que le produit soit fini, viennent découvrir en fait cette région à travers cette maison qu'ils avaient suivie tout le long tout le long de voilà des mois sur Instagram, cette rénovation. Voilà. Et après, dans les projets futurs, bah là, j'ai acheté récemment un studio, enfin récemment en janvier, que je suis en train de rénover et qui, pareil, sera mis à la location. Et moi, maintenant, un peu comme tu dis, en termes de reconversion, transition, mon idée, ça serait vraiment de pouvoir investir et faire du rendement locatif. Voilà, c'est un peu mon objectif pour les prochaines années. Donc, tu veux continuer à acheter et rénover comme ça? Oui, oui, parce que j'adore ça. Alors, c'est pas le principe, c'est pas d'avoir plein de biens, tu vois, c'est pas ça qui m'anime encore une fois. Le principe, c'est vraiment la transformation. J'adore ça et je pense que je suis euh, pas trop mauvaise pour ça. C'est-à-dire que je prends des biens qui ressemblent pas à grand-chose et j'arrive à les transformer en quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, je pense que j'ai un don à ce niveau-là. Ou est-ce que c'est toutes les strates de mes expériences pro qui m'amènent à ça aujourd'hui? Et en fait, moi, je m'éclate et je m'épanouis à travers ça. Donc, ça serait mon objectif. C'est-à-dire qu'après le studio, une fois qu'il est loué et qu'il y a un rendement locatif, oui, j'aspire à repartir sur une nouvelle création d'intérieur avec un autre bien. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est des projets beaucoup plus long terme par rapport au do it yourself. J'imagine que tu faisais hyper rapidement, à poster toutes les semaines. Donc, il y a un côté beaucoup plus long dans le temps. J'imagine que ça doit être super aussi intéressant pour toi. C'est voilà, un projet à plus long terme avec beaucoup plus de sens, en fait. Parce que c'est un peu comme ce que j'avais trouvé lorsque j'avais rénové mes bureaux, c'est que ça a vraiment un sens, tu œuvres. Enfin, moi, je trouve que
rénover des murs, quelque chose qui va rester dans le temps, qui va s'inclure, tu vois, enfin, dans ton histoire que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants. Et ben aujourd'hui, ça fait plus de sens, c'est certainement voilà par rapport à l'âge que j'ai et tout, que de faire le petit vase do it yourself en papier qui dans un mois t'en auras marre et tu vas le balancer. Tu vois ce que je veux dire ça. Et je peux encore faire des petits vases do it yourself et tout ça, mais pour moi ça c'est mes gros projets socles si tu veux. Et autour maintenant on va graviter le do it yourself, mais mes projets socles c'est vraiment de bâtir en fait, de bâtir des choses et puis des choses un peu atypiques, comme à travers mes do it yourself, il y a toujours des idées un peu farfelues. Ça se retrouve un peu dans les deux biens là ou même les trois avec le local que j'ai rénové. Il y a toujours une identité, il y a toujours quelque chose et en effet, le fait de pouvoir prendre plus le temps, moi, ça me permet aussi de faire à mon rythme. Enfin, tu vois, la semaine prochaine, je vais faire un banc en béton, une banquette en béton cellulaire dans mon atelier. Bah, je peux pas aller plus vite que la musique, tu vois. Ça va être du béton cellulaire, ça va être lourd, ça va être long, va falloir scier, va falloir. Donc oui, c'est sûr. Et mais moi, j'adore ça. J'adore prendre ce temps et d'avoir l'impression d'œuvrer pour quelque chose, en fait. Et est-ce que tu penses un jour peut-être renouer avec ton rêve d'artiste, peut-être pour voilà, quand tu seras plus vieille, peut-être? Bah finalement, je me sens assez artiste en vrai. Je me sens assez artiste parce que quand je peins une fresque dans mes toilettes ou tu vois une fresque dans mon studio, finalement, je suis en train de peindre sur une espèce de toile géante. Et puis même tous les do it yourself que j'ai pu faire ou que je pourrais faire sont quand même très, enfin sortent tout droit en général de mon imaginaire. Je suis jamais sur du copier-coller Pinterest, ça ne m'intéresse pas en fait de copier ce qu'a fait les 10 autres voisins, ça m'intéresse pas. En revanche, faire marcher un peu mes neurones pour faire des connexions d'idées, etc. C'est ça qui me stimule en fait, c'est ça qui me passionne. Et je pense que c'est le propre un peu de chaque artiste, tu vois, de faire bouillir un peu son cerveau et de jeter un peu ses tripes dans ses créations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit une toile, que ce soit photographique, que ce soit sculpture. Donc ouais, moi finalement je suis complètement sur ce que je voulais être, artiste, mais de manière très concrète et connectée aussi. Donc je suis alignée. Oui, artiste dans la vie finalement, pas l'artiste un petit peu reculé qui vit Ouais. dans ce monde. C'est un peu ça la différence. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné, c'est un conseil que j'applique et parfois qui peut faire un peu peur aux gens, mais alors après c'est un conseil d'entrepreneur, hein, mais moi c'est de ne pas avoir peur d'investir de l'argent à un moment donné pour en avoir un retour. C'est-à-dire que ne pas avoir peur, par exemple, de se payer une formation qu'on va trouver super chère, par exemple une formation à 5 000 euros. Alors oui, c'est 5 000 euros, oui, ça fait un gros trou dans la trésor, etc. Mais parfois, se payer une formation à 5 000 euros, ben, en retour, ça peut débloquer des choses qui fait que tu vas décupler ton activité ou que tu vas justement, ça va tellement te stimuler que tu vas partir sur une reconversion et tu vas te dire c'est ça que je veux faire et finalement c'était pas ça. Et en fait, voilà, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont toujours peur, tu sais, qui mettent menu, qui misent menu, mais du coup qui ont menu en retour. Et je pense que voilà, faut pas avoir peur de parfois se mettre un peu dans le rouge. Alors bien évidemment de manière un peu réfléchie. Je ne vais pas inciter les gens à se ruiner, c'est pas le but. Mais tu vois typiquement Prendre des risques, tu veux dire? voilà, typiquement cette maison, c'était de la folie. C'était de la folie. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les banques me refusaient parce que j'étais déjà, enfin, même pour un crédit, c'était compliqué, tu vois. Mais je l'ai fait. Je me suis battue parce que je croyais en mon projet. Et par contre, oui, ça me mettait dans le rouge. J'avais pas le droit de me planter parce que sinon, ça me faisait ouais, des crédits assez forts et tout. Mais au final, bah, il y a eu, enfin, maintenant, ce que j'en ai fait, plus les locations, plus des marques aussi qui ont signé des contrats sur cette maison parce qu'elle était tellement belle. Tu vois, j'ai eu des shootings photos dans cette maison de marques parce que, bah, qu'en fait, j'ai pris un risque financier à un moment, mais par contre, je sais que maintenant, cette maison me le rend bien. Enfin, tu vois, le travail que j'ai fait à l'intérieur, ça me le rend bien. Oui, il faut pas hésiter à voir les choses en grand finalement. Oui, en grand, enfin, oui, en tout cas, si on a envie de faire quelque chose, parfois ça coûte un peu d'argent, mais en retour, voilà, c'est un investissement intelligent, on va dire. Voilà. Ouais.
Un grand merci Alexandrine, vraiment c'était super inspirant et c'est assez intéressant parce que finalement tu finis un petit peu comme tu as commencé, comme voilà quand tu es parti et que tu as tout plaqué pour aller en Chine, c'est toujours un petit peu voir les choses en grand et puis aller à fond en fait, croire en soi. Donc C'est vraiment ça. merci pour tout ce que tu as partagé, c'était super intéressant et je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. Ben, merci à toi pour d'avoir pensé à moi déjà pour ton podcast et pour la confiance accordée et pour ton intérêt. Merci Claire-Vie. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.